au niveau de la CEDEAO et je l'ai encouragé à continuer avec la même détermination qu'il a montré dès la prise de fonction, assumer le rôle qui est celui du Sénégal et du président du Sénégal dans les efforts visant à rétablir la stabilité, la paix et la bonne gouvernance dans la sous-région. Le Premier ministre a installé le comité de concertation pour l'émissaire de Cambérène. Après des négociations qui ont échoué avec l'ancien gouvernement, le comité installé demande la délocalisation de la station de pompage de Cambérène, dont l'évacuation des eaux usées a dégradé l'environnement du village. Le gouvernement prévoit à terme d'asseoir un système d'assainissement global pour la région de Dakar, nous dit Cheikh Bambagay. Cette rencontre avec le Premier ministre était très attendue par les plénipotentiaires dépêchés par le calife d'El-Aïn et qui sont chargés de la protection de l'environnement de Cambérène. Tous les inconvénients liés à un projet d'émissaire pour l'évacuation des eaux usées ont été identifiés. La délégation, composée d'experts, a d'ores et déjà écarté cette option. À l'appui, une projection PowerPoint qui a ébloui le Premier ministre. En fin de compte, Abdoul Mbaye est très sensible à la question, écarte l'idée d'un agrandissement de la station de pompage de Cambérène. La solution, c'est de la délocaliser. Personnellement, il m'apparaît qu'il ne peut pas y avoir de solution autre que celle-là. Même si la station de Cambérène, à condition de traiter dans la limite de ses capacités et de traiter jusqu'au tertiaire, pourrait continuer de fonctionner avec réutilisation possible de l'eau qui serait devenue propre. Mais hormis cela, il est manifeste, il est évident qu'il faut construire ailleurs, orienter ailleurs, et cela par contre doit faire l'objet d'études. Cela doit faire l'objet de recherche de financement. Cela doit évidemment faire l'objet de temps et de patience. Cambérène, ce village de Seydina Limamoulaye, est un site dont l'assainissement demeure un impératif. Les lieux de culte ont été souillés par le rejet des eaux usées. L'absence d'assainissement a fait le lit de développement de toutes les maladies. Et pour l'appel prévu les 20 et 21 juin, le Premier ministre a instruit les ministères concernés de prendre les devants. Le temps nous était compté et qu'il fallait qu'ils se réunissent très rapidement. Donc le ministre de l'hydraulique va le convoquer déjà pour jeudi, mais nous avons affaire à des personnes conscientes, soucieuses également de trouver des solutions, d'alléger les souffrances des populations. Donc on est convaincu que les réponses, en tout cas les premières réponses en vue de solutions pour l'immédiat, pour l'urgence, vont vite arriver. Nous avons effectivement l'hivernage qui arrive, mais nous avons également et surtout, avant cela, dès le 20-21 juin, l'appel de Limamoulaye, feu Limamoulaye, le saint. Et il est donc important que Cambérène redevienne belle pour accueillir tous les pèlerins qui vont se déplacer à cette occasion. Après avoir fait le diagnostic de tous les maux inhérents au traitement des eaux usées, le Premier ministre a installé le comité de concertation de l'émissaire de Cambérène. Il aura aussi la latitude de choisir le site approprié pour la délocalisation de la station de pompage. La 4e édition de la diffusion des comptes extérieurs du Sénégal a eu lieu hier. La balance des paiements retrace les transactions entre l'économie et le reste du monde. Au Sénégal, ces données sont compilées sur la base d'enquêtes annuelles auprès des opérateurs économiques. La journée a également été mise à profit par la BCEAO pour faire le point sur la balance de l'année 2010, les estimations de 2011 et les perspectives pour 2012. Les facteurs du déficit du commerce et des services au Sénégal ont également été passés en revue à Aboubakry Kane. Les textes de l'UEMOA confèrent à la BCEAO la charge d'élaborer les comptes extérieurs de chacun de ses États membres. Et cette 4e édition s'adresse aux responsables des secteurs publics comme privés. Elle vise entre autres à participer à la réflexion sur l'analyse économique, mais aussi la définition des politiques économiques en vue d'assurer l'amélioration de la compétitivité nationale. La balance des paiements fournit de précieuses informations sur la compétitivité, l'orientation géographique des échanges, leur composition, ainsi que le besoin et les sources de financement d'un pays. Elle permet, à travers l'analyse des différents soldes qui la caractérisent,
la formulation de politiques économiques susceptibles de rétablir les déséquilibres extérieurs éventuels. État statistique retraçant les transactions entre les résidents et les non-résidents, la balance des paiements est d'une grande importance pour les décideurs de la politique économique et monétaire. Dans un contexte de libéralisation des flux commerciaux et financiers, son suivi est aussi crucial et décisif. La balance des paiements est un outil important de gestion économique. Elle constitue le reflet de la situation réelle d'un pays à économie ouverte, de sa capacité à entretenir des relations économiques et financières ordonnées avec le reste du monde, de son insertion dans les courants d'échanges internationaux, de l'état et de l'évolution de son besoin ou de sa capacité de financement. Des réformes ont été introduites pour principalement maîtriser les déficits publics et renforcer la compétitivité susceptible d'accroître la productivité et l'attractivité du Sénégal. Des réformes dont la mise en œuvre doit être accélérée. Et la BCEAO s'engage aux côtés de l'État à participer à l'atteinte des objectifs de croissance et de développement durable. La finance islamique comme instrument de financement des petites et moyennes entreprises. Le sujet est au cœur d'un séminaire organisé par la direction des petites et moyennes entreprises avec la coopération technique allemande. Il est destiné aux organisations patronales et consulaires. Les travaux ont été présidés ce matin par le ministre chargé de l'Industrie, Alassane Diédhiou. C'est en partant du constat que l'accès au financement des petites et moyennes entreprises est le talon d'Achille du développement de ce secteur des PME que le programme sénégalo-allemand d'appui à la compétitivité et à la croissance des PME et à la performance du secteur des microfinances a mis en place depuis janvier 2010 des instruments financiers et non financiers de soutien à ce secteur des PME. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour soutenir, accompagner, donner du conseil, former donc ces entrepreneurs-là, mais le financement reste un grand goulot d'étranglement pour leur permettre de faire des investissements en matériel, mais aussi des investissements sur le fonds de roulement, etc., pour leur permettre vraiment de développer leur activité. C'est un secret de Polichinelle. Les contraintes liées à l'accès des PME au financement classique, notamment le financement bancaire, sont quasi insurmontables. Le gap entre les besoins en financement et les offres des institutions financières se révélant chaque jour davantage plus profond. Face à cette impasse, l'alternative semble être le recours aux instruments mis en place par la finance islamique, lesquels se particularisent de par leur nature. La question de la disponibilité des ressources longues s'est toujours posée comme frein au financement de l'investissement, ou bien au financement en tout cas des besoins à long terme, à moyen et long terme des petites et moyennes entreprises. La finance islamique, avec sa particularité, peut apporter une solution à ce besoin de ressources longues, permettant à d'autres intermédiaires financiers, les banques ou bien les systèmes financiers décentralisés, de jouer leur partition dans la résolution de cette question centrale du financement de l'investissement ou bien de l'innovation. Le secteur de la finance islamique est un secteur en plein essor et le gouvernement sénégalais en a très tôt compris l'intérêt et les enjeux. L'enjeu est donc ici de répondre à la question relative à la place prépondérante des PME par rapport au tissu économique de notre pays, dont plus de 90% des entreprises sont des PME, avec 42% des emplois modernes et 20% du PIB. En ciblant les OPC et les organisations patronales et consulaires pour créer une dynamique d'appropriation des différents instruments mis en place par la finance islamique, il s'agit pour le gouvernement, à travers les ministères en charge des PME, d'insuffler un élan nouveau à la dimension des 90% que représente ce secteur au sein du tissu industriel moderne au Sénégal. Des hauts cadres de l'administration du travail formés à la formulation de politiques publiques et au management de la haute administration. Pendant 3 jours, des inspecteurs et contrôleurs du travail seront mieux imprégnés des pratiques modernes de l'inspection du travail. Le ministre de la fonction publique, Mansour Sy, a présidé la cérémonie d'ouverture. Fatou Diouf. Le schéma classique de l'administration du travail occasionne des lourdeurs et se fait doubler par le dynamisme du monde du travail. Des correctifs doivent être apportés dans son mode de gouvernance. Ceci pour une meilleure garantie des droits des travailleurs. Ces changements passent avant tout par le renforcement des capacités de l'administration du travail.
Il s'agit d'abord de la nécessité de se conformer aux exigences d'une société dite moderne, qui devient de plus en plus exigeante et qui souhaite être gouvernée par une administration moderne, agissant avec célérité, professionnalisme, compétence et diligence. Il s'agit ensuite de doter les hauts cadres de l'administration les moyens, outils et instruments qui leur permettent de s'acquitter correctement de leur mission. Il s'agit enfin de renforcer les capacités des hauts cadres dans les techniques et méthodes d'élaboration des politiques publiques et de management de la haute administration. L'atelier de Saly est une initiative du BIT, Bureau international du travail. Elle cadre parfaitement avec les directives des nouvelles autorités publiques devant les participants. La tutelle a défendu sa nouvelle approche de gouvernance. En tant que partenaire, le ministère de la fonction publique, du travail et des relations avec les institutions a été instruit par M. le Premier ministre pour adopter une approche fondée sur le dialogue social comme mécanisme de gouvernance publique, ce qui se traduit de notre part par un changement dans la plupart des initiatives que nous avions l'habitude de développer. Je voudrais vous exprimer l'engagement du Bureau international du travail et mon engagement personnel et l'engagement de mon équipe à vous soutenir, à soutenir vos actions tendant à faire du monde du travail un environnement de paix sociale, gage d'une croissance économique durable. Le Bureau international du travail est même allé plus loin en mettant à la disposition des inspecteurs du travail une boîte à outils didactique. Ce manuel est un condensé d'un code de déontologie et d'un modèle de politique d'inspection du travail, entre autres. Le ministre de la Communication et d'éthique a rencontré ce matin les différents directeurs de son département. Au cours de la rencontre, il a été beaucoup question de l'exécution du budget et de l'état des lieux de son département, mais également des préparatifs pour les prochaines élections législatives prévues le 1er juillet prochain. La Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar a abrité la 4e édition du Forum École-Entreprise, un espace de dialogue entre formateurs, étudiants et employeurs qui vont partager sur la problématique de la formation et de l'emploi des jeunes. Le Premier ministre Abdoul Mbaye a présidé la rencontre avec à ses côtés le ministre chargé du secteur et des responsables des institutions partenaires, nous dit Eric Niamadi. Pour cette 4e édition du Forum École-Entreprise, tous les intervenants ont axé leur discours sur la nécessité d'adapter la formation à l'offre d'emploi. Le problème de labellisation des écoles privées supérieures ainsi que la floraison de celles-ci sur l'ensemble du territoire ont été au cœur des débats. Et c'est avec forte insistance qu'ils ont appelé à une nouvelle réorganisation rationnelle du système de formation. Les entreprises aujourd'hui sont très exigeantes en termes de recrutement. Elles cherchent les meilleurs éléments. Aujourd'hui, comme je disais au Premier ministre, à Monsieur le Premier ministre, il ne s'agit plus de faire des recommandés ou du népotisme pour voir à des postes. C'est des entretiens, c'est des concours, c'est un choix de l'entreprise avec des techniques de recrutement qui permet aujourd'hui de trouver un emploi. Les services techniques du ministère, à savoir la direction de la formation professionnelle, a été instruit pour quand même faire des inspections, assainir un tout petit peu. Il ne faudrait pas que quand même les intérêts de la communauté soient lésés. En acceptant de présider cette rencontre, le Premier ministre a montré l'importance que son gouvernement attache à la qualité de la formation de nos concitoyens. Il l'a réaffirmé au cours de son discours et n'a pas manqué, en tant qu'ancien étudiant d'école de commerce, de prodiguer des conseils aux pensionnaires de Subdeco. Je m'en réjouis d'autant plus qu'au premier rang des priorités, le président de la République, M. Macky Sall, a résolument misé sur les valeurs et la qualité des ressources humaines. En effet, seuls des citoyens, femmes et hommes bien formés et bien éduqués, constituent les véritables piliers
sur lesquels reposera notre développement dans la cohésion et la justice sociale. Pendant toute la journée, ces dizaines de demandeurs d'emploi vont essayer de convaincre leurs vis-à-vis de les recruter. Une occasion pour certains de décrocher leur première embauche. À l'étranger, en République démocratique du Congo, le général mutin Bosco Ntaganda est sous la pression de l'armée congolaise, une armée qui le pousse ainsi à l'ex-général à la fuite, laissant derrière lui un véritable arsenal de guerre. Ce dernier est d'ailleurs recherché par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre. Les combats auront duré plus de 4 heures. Les forces de l'armée congolaise patrouillent dans le village de Massissi. Elles viennent de mettre en fuite l'ex-général Bosco Ntaganda. Il laisse derrière lui un véritable arsenal de guerre. Ici, vous avez l'échantillon de plus de 20 tonnes de munitions et armes qu'on a récupérées dans la famille Général Bosco. Ici, ce sont des munitions de 14,5. Bosco Ntaganda est recherché par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre. Kinshasa l'accuse de son côté d'être à l'origine des combats entre l'armée et les mutins. Ces derniers sont invités à retrouver le chemin des casernes. Il y en a qui se sont rendus, beaucoup se sont rendus, et ceux qui ne comprennent pas, eh bien, on va prendre les dispositions qui s'imposent pour les neutraliser. La population du Nord Kivu redoute quant à elle d'être prise pour cible dans les combats. Malgré la présence des forces de l'ONU, de nombreuses personnes fuient la région. Prise de panique, elles redoutent le retour des rebelles. Nous, on ne sait pas là où il est disparu. On ne sait pas dans quel coin il se cache. Et ces militaires sont dispersés dans la forêt. Alors, la population s'inquiète. Soit demain ou après-demain, ils peuvent encore revenir. Selon les témoins, les combats se sont déplacés à Goma, à quelques kilomètres plus à l'est. Les taux se resserrent sur Bosco Ntaganda, mais l'état-major congolais estime que l'ex-chef du CNDP est toujours à la tête de centaines d'hommes armés. L'actualité dans le reste du monde nous conduira en Ukraine, en Chine et en Colombie. Mais nous commençons d'abord par la Syrie où l'armée a repris ses pilonnages près de la ville de Damas, faisant au moins 5 morts. Cette nuit, l'armée syrienne a repris ses pilonnages à Douma, près de Damas. Il y a eu également des accrochages dans la capitale syrienne ainsi qu'à Idlib. Bilan, 5 morts au moins. Au moment où de nouveaux observateurs de l'ONU arrivent à Hama et Homs, Kofi Annan estime que son plan de paix est la dernière chance d'éviter la guerre civile en Syrie. Une guerre civile en cours selon la Croix-Rouge internationale. L'organisation a besoin de 20 millions d'euros supplémentaires pour financer ses opérations en Syrie. Iulia Tymoshenko a quitté cette prison de Kharkiv où elle purgeait une peine de 7 ans pour abus de pouvoir. L'ancienne première ministre ukrainienne n'est pas libre pour autant. Elle a cessé sa grève de la faim débutée le 20 avril et a été transférée à l'hôpital pour être soignée de hernie discale. Affaiblie, Iulia Tymoshenko affirme avoir été maltraitée par le personnel carcéral. Une dizaine de membres des FARC, les yeux bandés, menottés, parmi eux le chef des finances de la rébellion colombienne. Tapiero Tiqué a été arrêté avec les autres rebelles dans la jungle au nord-est de l'Équateur, près de la frontière colombienne. L'armée a déclaré que l'Équateur menait avec elle une opération pour arrêter d'autres membres des FARC. Des pluies torrentielles en Chine centrale ont bloqué 300 000 habitants et inondé de vastes zones de terres agricoles. Toute la province de Hubei a été touchée par les précipitations les plus graves depuis un an. Pas de victimes pour l'instant. Certains estiment même que les pluies seront bénéfiques alors que le nord de Hubei est confronté à des conditions de sécheresse sévères. Ouverture ce mercredi à Sharm el-Sheikh en Égypte de la réunion ministérielle du bureau de coordination du mouvement des non-alignés. À l'ordre du jour, examen de la situation internationale et aussi règlement pacifique des différends et autres questions diverses. Notre pays était représenté à la rencontre par le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. La synthèse est signée Louis-Philippe Sagna. C'est la station balnéaire de Sharm el-Sheikh sur la mer Rouge qui a abrité les travaux du bureau de coordination du mouvement des non-alignés. Selon les participants, cette réunion revêt une importance particulière. Elle représente le plus grand rassemblement international après les Nations Unies.
Parmi les questions débattues figure en bonne place la culture de paix et de dialogue entre les civilisations. Le Sénégal, ce matin, à la réunion ministérielle, a été à l'honneur avec le privilège qui a été fait à son ministre des Affaires étrangères de porter la voix de l'Afrique. Il a été important au cours de cette allocution de rappeler les principes fondamentaux de notre diplomatie sur les questions multilatérales et transcontinentales. En marge de cette importante rencontre, le chef de la diplomatie sénégalaise a eu des entrevues avec les ministres yougoslaves et saoudiens des Affaires étrangères. Plusieurs questions ont été évoquées, certaines tenant à nos rapports bilatéraux, il y en a beaucoup, d'autres bien sûr à l'analyse de la situation internationale, notamment ce qui se passe en Syrie, où l'intervention de son Excellence le président Macky Sall est fortement attendue. C'est un problème qui préoccupe l'Arabie Saoudite au premier plan, parce que la violence dans la zone, après qu'ils aient pu endiguer le conflit au Yémen. Forum politique inspirateur d'action, le mouvement des non-alignés né de la conférence de Belgrade en 1961 a pour mission principale la démocratisation des relations internationales. 2012 est l'année consacrée exclusivement à la lutte contre la poliomyélite. Les journées nationales de vaccination du 11 au 13 sont exclusivement dédiées à cette maladie. Le Sénégal est appuyé dans cette opération par l'UNICEF, mais au-delà des moyens techniques et financiers, l'engagement des communautés est très attendu. Oumar Diaw. 2012 a été déclarée année d'urgence pour la polio et d'interruption de la circulation du poliovirus sauvage, responsable de la maladie. C'est que la polio persiste encore en Afrique subsaharienne. L'année dernière, la maladie a refait surface au Sénégal après plus d'une décennie sans aucun cas. Un enfant sur 3 n'est pas correctement vacciné au Sénégal. À partir de 2009, on a commencé à voir une certaine baisse de la performance du programme de vaccination. Donc c'est là où certains cas, les cas de polio, ont commencé au Sénégal. Cette intensification de la vaccination passe par des événements comme les journées nationales, qui complètent les actions de routine du PEV. C'est la banlieue, Pikine en particulier, qui accueille pour la deuxième fois consécutive les JNV. Mobilisez-vous massivement pour la journée de lancement qui aura lieu le 11 mai 2012 au centre de santé Keur Massar dans la ville de Pikine. Le lancement officiel se fera donc à Keur Massar, mais c'est tout le pays qui est concerné et tous les enfants de 0 à 5 ans du 11 au 13 mai. Une perspective aussi ambitieuse nécessite d'importants moyens. L'UNICEF a commencé à appuyer le gouvernement dans l'intensification de certaines activités. Le PEV routine, mais aussi des journées spécifiques de campagne de vaccination. Appuyer le gouvernement dans l'achat de vaccins, dans l'achat de certains équipements nécessaires. En plus des moyens, il faut l'implication des communautés et des familles pour réussir une couverture satisfaisante. Tout refus ou réticence est une exposition de son propre enfant au risque d'une infirmité potentielle et de larmes évitables. Quelques gouttes, qu'est-ce que ça coûte ? Toujours dans le domaine de la santé, Niaga a commencé depuis hier une semaine de consultation gratuite. Niaga, c'est dans le département de Rufisque et qui accueille depuis hier des médecins venus de France. C'est une mission de l'ONG Niaga qui œuvre depuis 3 ans pour l'accès des populations aux soins de santé et également pour l'amélioration des infrastructures socio-éducatives de la localité, nous dit Oumou Kalsoum Sall. Tout est parti d'une visite à Niaga en 2009. 3 ans après, ce Français et ses amis reviennent à Niaga, un village dans lequel ils ont de solides amitiés. Médecins de formation, ils ont mis sur pied une ONG pour venir en aide aux populations locales. L'ONG Niaga est une association à but humanitaire dont le siège est au nord de Paris, en France, et donc qui vient 2 fois par an pour des missions de 8 jours, missions à but de santé au centre Thierry Sabine et des missions aussi au niveau de l'école et de l'éducation dans l'ensemble de Niaga et bientôt du lycée, dans la mesure où bientôt Niaga aura un lycée pour lui.
Depuis 2009, l'ONG Niaga effectue 2 visites par an dans le village. Pour cette semaine, environ 1500 patients souffrant de différentes pathologies sont pris en charge. Il y a eu plusieurs pathologies, mais il y a une différence entre les pathologies du mois de novembre et celles du mois de mai, qui sont les 2 dates de nos consultations. Ainsi, au mois de novembre, nous avons beaucoup de paludisme, et ici, au mois de mai, nous avons beaucoup d'insuffisance respiratoire. Pour cette mission, 4 médecins généralistes venus de la France ont été mobilisés. En plus de ces médecins ressortissants de Niaga. L'ONG Niaga participe non seulement à la santé, donc favoriser l'accès aux soins, à participer au développement de la santé dans notre pays, construire des latrines, clôturer l'école. Par exemple, l'école de Niaga 2, on va poser la première pierre aujourd'hui. Ce village d'environ 12 000 habitants accueille à bras ouverts la mission humanitaire. Pendant une semaine, les habitants vont profiter des soins dispensés et des médicaments offerts. Une aubaine dans cette bourgade difficile d'accès à cause de l'état défectueux de la route. Nous nous enfonçons un peu plus à l'intérieur du Sénégal en nous rendant à Dara Alaibé. C'est un village en plein cœur de l'île à Morphil. Dans cette localité difficile d'accès, les infrastructures routières sont quasi inexistantes et les populations souffrent de l'enclavement, surtout pendant l'hivernage. À cela s'ajoute l'élargissement du fleuve qui récupère champs et maisons. Un zoom sur les difficultés de Dara Alaibé avec Safourassa. Dara Alaibé, un des villages les plus connus de l'île à Morphil, voire du département de Podor. Dara rime avec le nom de feu El Hadj Mamadou Moussali, un homme de Dieu d'une grande envergure. Le village polarise plus de 4000 âmes. Ici, l'activité principale reste l'agriculture. Cependant, les difficultés liées à l'enclavement sont multiples. En période d'hivernage, par exemple, rallier Ndjoumo Dodel reste un casse-tête pour les populations. L'électrification rurale n'est toujours pas effective. À cela s'ajoutent les crues fréquentes du fleuve Sénégal. Elles dévastent les rives et engloutissent des maisons. Cette demeure désertée fut celle d'El Hadj Mamadou Moussali, le père de l'actuel calife Thierno Hamidou Ly. Nous avons perdu plus de 2 km dans le fleuve. Tous nos grands-parents sont partis, les cimetières sont déjà dans l'eau. Un des plus grands saints que le Sénégal a vu venir au monde, El Hadj Mamadou Moussali, est à quelques mètres du fleuve. Ce que nous pouvons faire, nous, c'est de crier. On n'a pas les moyens matériels. Ce sont nous-mêmes qui sommes l'État. Nous avons des enfants ressortissants de ce village ou ressortissants de cette région qui ont les moyens et la possibilité d'influencer quelque part ou de demander quelque part. Donc je crois que je retourne encore vers nous-mêmes en disant que nous devons fournir des efforts, crier plus fort. Et là où il faut le crier, peut-être en le faisant, on va nous entendre. Concernant l'éducation et la santé, l'établissement de Dara n'a pas suivi le mot d'ordre. Les enseignements se sont déroulés dans les règles de l'art. Une case de santé fonctionnelle et une pharmacie bien fournie ouverte par un natif du village. Je me suis investi tout simplement parce que je me suis rendu compte que le village a des besoins de santé. Il est arrivé à ce que quelqu'un ait une ordonnance. Pour obtenir les médicaments, il faut aller à Ndjoum. Le village est très enclavé. Nous traversons 2 bras de fleuve. Il faut 24 heures pour obtenir ces médicaments. Et j'ai décidé de faire un dépôt de pharmacie de proximité. Ce dépôt de pharmacie, je n'y attends absolument rien. Et je revends le prix auquel je l'achète les médicaments. C'est avec les papiers que j'ai pu l'obtenir, avec l'autorisation de la direction des pharmacies. Un cri de cœur est donc lancé pour venir en aide aux populations. À noter que le Gamou de Dara enregistre chaque année des milliers de fidèles. Cet événement a fini d'entrer dans l'agenda des manifestations religieuses les plus importantes du pays. Un peu de musique pour adoucir la nuit. Le public sénégalais les avait découverts en 2008 à la sortie de leur premier album intitulé Diaspora. À l'époque, ils s'appelaient déjà Jack et le Takaifa. Désormais, il faut tout simplement les appeler Takaifa. C'est sous cette nouvelle appellation qu'ils viennent de sortir un nouvel album intitulé Get Free, Réveille-toi, un opus de 12 titres qui se veut un hymne à la liberté. Oumindour a rencontré le groupe en marge de leur conférence de presse.
exige donc le nom Jacques de tous les supports promotionnels du groupe. Désormais, on dira juste le Takeifa, une contraction du patronyme Keïta en verlan et de famille. Sur papier, Jack et le Takeifa n'existent donc plus et il va falloir s'y faire. C'est trop long, donc on a préféré vraiment faire fondre le Jacques et mettre juste Takeifa. Mais il faut le reconnaître que ça, on le savait depuis le début. Car le Takeifa, c'est avant tout une histoire de famille. Au commencement, il y avait certes Jacques, un gamin d'à peine 12 ans qui a décidé que sa vie se conjuguerait désormais au rythme de la musique. Mais c'est lorsque ses frères et sa sœur Makoudia l'ont rejoint pour former en 2006 le groupe que sa carrière a pris son envol. Aujourd'hui, ils sont plus que jamais soudés et demeurent conscients que la musique, c'est aussi une responsabilité face aux enjeux de l'heure. C'est d'abord une envie d'engagement, c'est d'abord aussi une envie de transmettre des messages positifs, mais des messages qui nous aident à avoir un esprit plus ouvert. Nous ne sommes pas un groupe qui défendons un politicien quiconque. Nous sommes là pour la population sénégalaise. Quand nous parlons, on parle au nom de la jeunesse, de cette jeunesse qui est là. Ce sont ces fortes convictions et cette liberté de ton qu'on retrouve sur les 12 titres de leur deuxième album Get Free, un condensé d'expériences capitalisées aux 4 coins du monde depuis la sortie en 2008 de leur premier opus, Diaspora. De manière triviale ou facile, on pourrait classer Get Free dans le rayon musique du monde, mais cela ne serait pas tout à fait juste. Le wolof, le français, l'anglais et l'espagnol y sont conjugués au tempo rock et pop, le folk y côtoie les sonorités sénégalaises, alors que le hip-hop et le jazz nous disent que le Takeifa, ce n'est rien d'autre qu'un groupe de jeunes du 21e siècle, fiers de leur urbanité et de leurs racines. Avec notre style musical, on gagne beaucoup plus de terrain, on grandit plus vite. Et on vit mieux. Et on représente aussi mieux le Sénégal, on représente aussi mieux l'Afrique, on représente mieux la nouvelle génération. Après les alliances françaises du Sénégal et de la Gambie, la promotion de l'album se poursuit à Dakar. Le Takeifa donne rendez-vous au public en juillet pour un méga concert au Grand Théâtre National. En sport, les Lions du Sénégal vont jouer un match amical fin mai contre les Pharaons d'Égypte. La rencontre aura lieu à Marrakech au Maroc. Ce match amical entre dans le cadre de la préparation des éliminatoires du Mondial 2014. Je vous propose d'écouter à ce sujet Maître Augustin Senghor. Il est au micro de Ibrahim Mboub. Aujourd'hui, ce qu'on peut retenir, c'est que pour ce qui concerne les matchs amicaux de fin mai, puisque le vœu qui a été exprimé par le nouvel attelage technique, c'est de jouer 2 matchs. On peut dire qu'aujourd'hui, le premier est déjà ficelé parce qu'il s'agit d'un match contre l'Égypte qui se jouera à Marrakech, donc le 24 mai à venir. Et derrière, il est possible que nous jouions un deuxième match, soit à Marrakech toujours, contre le Togo ou le Congo-Brazzaville, ou bien, si ces matchs-là n'étaient pas confirmés, un autre match à Dakar, parce que le vœu de l'entraîneur, c'est de pouvoir jouer 2 matchs qui lui permettront de faire une large revue d'effectifs pour pouvoir constituer l'équipe qui va défendre les couleurs sénégalaises contre le Libéria, mais aussi une semaine après contre l'Ouganda à Kampala. Au lendemain de la disparition de Jules-François Bocandé, la tristesse était à son paroxysme à Ziguinchor. Au domicile du défunt, ses proches ont versé de chaudes larmes. Les habitants de Ziguinchor, sa ville natale, leur ont apporté réconfort et assistance morale. C'est un reportage d'Ibrahim Mboub. Boudodi, un paisible quartier de Ziguinchor, chez Jules-François Bocandé, c'est comme si le temps s'était arrêté. Ici, la disparition de la légende a suscité un grand choc émotionnel. À l'intérieur de la maison, difficile de retenir les larmes. Dans le salon, les femmes ont tout simplement craqué. Avoir des témoignages sur l'homme relève presque de l'impossible, tant la tristesse est à son comble. Il faut se tourner du côté des hommes pour voir un interlocuteur. Une grande émotion, une grande émotion. Ce grand monsieur du football nous quitte sur la pointe des pieds. C'est une grande émotion parce que la douleur est très très forte.
En attendant le rapatriement du corps de Jules François Bocandé, les habitants de Ziguinchor continuent d'affluer vers la maison mortuaire pour la présentation des condoléances. Les réactions se poursuivent après le décès de Jules François Bocandé. L'ancien international Khalilou Fadiga s'est dit attristé à l'annonce de cette nouvelle. Tonton Boc, comme il l'appelait, était son idole au PSG où il l'a croisé. Khalilou Fadiga souhaite que ces obsèques dignes, que soient faites des obsèques dignes de l'homme soient organisées. Il est ici joint par Aïssatou François Sec. Généreux, un homme qui a eu beaucoup d'affection pour El Hadj et moi. C'est vrai qu'il a toujours été plus qu'un grand frère. Ça a été vraiment le protecteur. C'était le tonton Boc, comme je l'appelais. Tonton Boc, c'était un grand monsieur. Moi, j'étais avec les jeunes du PSG. Et lorsqu'il passait, on s'asseyait en fait au bord du terrain. Et à chaque fois qu'il passait, il avait toujours une petite tape amicale sur ma petite tête. Donc c'était quelque chose pour moi d'extraordinaire parce que c'est ce genre de personnes avec cette sympathie, ce naturel qui m'ont donné envie de devenir justement encore plus professionnel. Et pour moi c'était le plus beau des. Et donc voilà, c'est ces souvenirs-là que j'ai, sans oublier bien sûr tous ces moments qu'on a eu à partager pendant la Coupe d'Afrique, la Coupe du Monde. Il n'a jamais été avare de conseils vis-à-vis de nous tous, attaquants comme défenseurs, milieu comme remplaçants, qui dans l'équipe avait droit à son sourire, à son zozotement, qui en faisait rire plus d'un. C'était vraiment c'était un grand monsieur. Il reste, je dis c'est parce que pour moi il sera à tout jamais dans mon cœur. Je trouve que Jules François Bocandé a été abandonné, c'est-à-dire qu'on aurait pu peut-être au minimum des gens de la trempe de Jules François Bocandé, dit tonton Boc, on aurait dû lui demander quelque chose par rapport à certains de nos déplacements des attaquants. On aurait dû le faire se sentir concerné. Et je pense qu'on l'a laissé, on a oublié que ce monsieur avait pas le Sénégal seulement dans le cœur, mais il l'avait dans ses veines. Il avait l'amour du pays. Donc j'aimerais beaucoup qu'on fasse le maximum pour ne pas l'oublier une deuxième fois. Khalilou Fadiga réagissait depuis la Belgique où il séjourne. Autre réaction, celle de Boubacar Sarr Locotte, l'ancien entraîneur du PSG, a bien connu Jules Bocandé, mais également Jules Bocandé, le footballeur, un homme généreux, nous dit-il, et qui n'hésitait pas à dire ce qu'il pensait. Boubacar Sarr Locotte est ici joint par François Sec. François Bocandé, c'est un homme entier, un homme de tempérament, très courageux et puis un super talent sur le plan football. Donc on a passé vraiment des bons moments inoubliables, que ce soit en tant que joueur au niveau de l'équipe nationale et puis en tant qu'entraîneur aussi au niveau de l'équipe nationale. On a passé vraiment des moments inoubliables à chaque fois qu'on se voyait. On reparlait encore un petit peu des vestiaires, on parlait un petit peu encore des joueurs et donc ça nous faisait vraiment un grand plaisir. On était tous effondrés, tous abattus parce que Jules est encore très jeune. C'est vrai qu'il était un petit peu malade, un peu souffrant, mais on pensait que ça allait beaucoup mieux, qu'il avait bien récupéré. C'est pour ça qu'il était revenu un petit peu en France pour voir un peu ses enfants et se soigner un petit peu. Malheureusement, on a pris la mauvaise nouvelle et on était tous malheureux. On va s'organiser pour ces obsèques, donc on va déjà continuer à aider un petit peu, soutenir un peu sa famille qui sont à Metz, donc sa femme, ses enfants qui sont à Metz. Donc on va un peu les aider parce qu'il y a pas mal de formalités quand même à faire avant que la famille puisse le ramener au Sénégal. En tout cas, où on va soutenir la famille et puis on va s'organiser pour pouvoir l'accompagner jusqu'au Sénégal.
Jules François Bocandé, un exemple à offrir aux générations actuelles et à venir. C'est la conviction d'El Hadj Malick Sy Souris. L'ancien président de la Fédération de football avait fait appel au capitaine des Lions de Sénégal 92 pour jouer un rôle dans l'encadrement technique en 2002 et faire part de son vécu de footballeur au groupe Sénégal d'Ahaba. Le juillet 2001, aéroport Léopold Sédar Senghor de Dakar, foule immense à l'accueil des Lions, auteur d'un exploit. La première qualification du Sénégal à une Coupe du Monde. Parmi les héros, Jules François Bocandé, membre du staff technique. Le président de la fédération à l'époque avait fait appel à lui. J'avais une équipe assez solide de jeunes qui ne m'ont pas vu jouer. Et donc quand je devais leur parler de foot, ils devaient se dire, ce vieillard-là, qu'est-ce qu'il sait dans le foot? Je me suis dit, il fallait quelqu'un, disons, qu'ils ont vu jouer, qu'ils ont admiré, dont ils ont apprécié le comportement sur le terrain. Et donc j'ai choisi Jules Bocandé. Et quand il leur parlait, le message passait plus que le mien. Il a assumé comme je le souhaitais, avec toute sa personnalité et tout son caractère. Il n'aimait pas qu'on lui marche sur les pieds. Et quand il avait à dire quelque chose, il le disait au staff, et au président, aux joueurs. Et je lui donnais la parole pour les préparations des matchs. Je n'ai jamais eu de problème avec lui. Bon, déjà, c'est vrai, il y a des gens, il a une forte personnalité. D'autres souhaitaient sa présence, d'autres pas. Moi, j'ai déjà vécu ça. Entre Jules Bocandé et Malick Sy Souris, c'est comme si le destin les avait liés. Tout avait commencé au lendemain de la suspension à vie du jeune footballeur après la finale de la Coupe du Sénégal, Jeanne d'Arc Casa Sport. Après cette finale, j'étais déjà à l'époque avec le président Fofana comme membre de la fédération. Et c'est nous qui avons, disons, pris la décision de le gracier et de le ramener, en pensant qu'il avait commis une faute de jeunesse qui arrive à beaucoup d'avant-centre de péter les plombs. Et une fois qu'il a été gracié, il a réintégré l'équipe nationale. Et je suis devenu président de la Fédération sénégalaise de football en 1992. Au moment où il était déjà capitaine de l'équipe, sans parler de l'aventure de Caire 86, à laquelle j'avais beaucoup participé. Et finalement, en 2002, quand j'ai eu la responsabilité de préparer l'équipe et de l'amener en Coupe d'Afrique, en Coupe du Monde, et le moment le plus fort, disons, de ma carrière de sportif et de dirigeant, c'est lors de notre qualification à Windhoek. Et donc c'était le premier à me sauter dans les bras et nous avons pleuré ensemble. L'ancien attaquant du FC Metz, Jules François Bocandé, meilleur buteur du championnat français en 1986, ancien capitaine des Lions du Sénégal, aux yeux de l'ancien président de Fédé, ancien footballeur, est une légende. Et le Sénégal lui doit beaucoup. Dernière réaction dans ce journal, celle de notre confrère Abdoulaye Diao qui officie présentement au groupe Futur Média. Il revient ici sur la carrière de l'homme, un compétiteur hors pair qui avait la rage de vaincre, nous dit-il. Il est interrogé par Dahaba. Je retiens de Jules Bocandé le souvenir d'un gagneur, dans le véritable sens du terme. Jules s'est réalisé tout seul, on peut dire. Il s'est réalisé tout seul depuis son désir toujours d'aller de l'avant. Et pour aller de l'avant, il faut gagner. Jules est parti du concours du jeune footballeur. Nous sommes en 1974, avant la finale Jeanne d'Arc Asfa. C'était celui-là déjà, Jules François Bocandé. Avant la fin des années 70, on l'a retrouvé en équipe nationale. Jules Bocandé, la finale de la Coupe du Sénégal, il ramène la Casamance que l'on n'avait plus vue depuis 1962. Jules Bocandé avait aidé à donner une identité à cette génération. Et puis, Caire 86, cette génération a ramené le football sénégalais parmi l'élite. Et la dividende de tout cela, c'est que Jules a vécu 4 Coupes d'Afrique des Nations avec le Sénégal, dont 3 sur le terrain. Il a vécu aussi une CAN que lui a dirigée. Il a même réussi la performance, le tour de force de devenir entraîneur d'une équipe qu'il avait fini justement de porter à ce haut niveau. En tant que footballeur, il en était devenu plus tard, lui, Jules Bocandé, l'entraîneur. Il a tout donné au football sénégalais. Et comme c'est quelqu'un qui aimait voir ce football sénégalais titiller les Hauts-de-Sim, il a eu la chance de prendre part
à la Coupe du Monde de football. Ce n'est même pas une chance. Il a eu le mérite d'être là. Alors, Jules est entré dans la postérité. Dans la postérité, à force de travail. Le Sénégal a perdu un grand. Heureusement que Jules Bocandé a su entrer dans le panthéon. D'autres générations entendront parler de Jules Bocandé. Nécrologie encore avec le décès ce mercredi du musicien Seydina Insa Wade dans la capitale des suites d'une longue maladie. Retour sur la vie et l'œuvre de l'artiste avec Amsatou Seynias. Cette voix s'est éteinte à jamais. Seydina Insa Wade est décédé des suites d'une longue maladie à l'âge de 64 ans. Le chanteur, compositeur est un des pionniers de la musique acoustique au Sénégal. Initiateur du folk sénégalais, Seydina a été dans les années 70 parmi les meilleurs musiciens de sa génération. Son inspiration, il l'a puisée dans les racines profondes du folklore national, dans les contes de grand-mère, mais aussi dans la vie politique et sociale. Ce grand talibé layen a été membre de plusieurs groupes, dont le Tropical Jazz, Halam 1, Sahel, Halam 2, pour ne citer que cela. Sa discographie est riche d'une dizaine d'albums et plusieurs de ses titres sont chantés dans un wolof pur, avec des envolées lyriques et poétiques. Immigré en France dans les années 80, il est resté des années sans revenir au pays. De retour au bercail, l'artiste a renoué avec la jeune génération, à qui il laisse un riche héritage. Seydina Insa Wade sera enterré demain jeudi au cimetière de Yoff-Layène. L'ensemble du personnel de la RTS présente ses condoléances à sa famille et au peuple sénégalais. C'est aussi la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. À demain 20h. Ciao. Tous présents maanaam na ñëpp taxaw tem jagleel ku ne jàng bu mucc ayib fexe jàppandalu jàngub tut tànk yi mooy rek jublu ci ëllëgu njaboot gi rafetal ko muy ngëneel ci sunuy entreprise yi ak sunub réew na ñëpp teew ànd ci booloo mu saxoo yar dogu ak xarañ daal di jokkoo ak www.tousprésent.com wala ngeen woote ci 33 869 08 07. yaay bu nekk li ko soxal muy dundal njabootam te di ko aar moo tax Nestlé Cerelac indi leen Bifidus BL probiotique bii aar seen doom Bifidus BL day sàmm seen doom ci lépp luy jëm ci biiram ba tax muy wone mbégte saa su ne Nestlé Cerelac léegi am na Bifidus BL. L'année dernière, Biscrème leur a permis de vivre le rêve, visiter la magique ville d'Istanbul, tout frais payé. Jusqu'au 30 juin, c'est à votre tour de gagner et de vous envoler vers Istanbul. Mettez un seul paquet vide de Biscrème dans une enveloppe portant votre nom, prénom, adresse et numéro de téléphone. Envoyez-la par la poste au BP 2603 Dakar RP ou déposez-la dans les urnes au niveau de vos boutiques de quartier. Mieux encore, vous pouvez participer sur le site www.biscrème.sn. N'oubliez pas, plus vous jouez, plus vous avez la chance de gagner. ban saabooy bàyyi xet gu neex gii ci kër gi yëpp. saabu kado la nijaay. sa saabu kado bi dafa gaaw a xëpp sax.
saabu cadeau mooy gaaw a xëbee nii sakkan lool te bàyyi xet bu neex si yére yi. saabu cadeau ak juróom fukki dërëm ak juróom rek yomb na sakkan na. soxna si naa def. maa ngi fi soxna si loo xam si supermarché Sidi Dia. sonnatuñu léegi parce que da nga naan sonn di jël ay kilomètres pour dem ci supermarché léegi loolu amatul. soxna si yan produits yi ñoo la fi gën a neex. légumes surtout seen légumes dafa frais am nañ pain am nañu fruits am nañu yëpp cornflakes bi nga xam ne moom la xale yi gën a bëgg moom la ñuy ndékki loolu lépp am na fi. soo ñëwee si supermarché Sidi Dia est-ce que di nga dem feneen. non dootuma demati feneen prix bu moins cher nii amul feneen nit ñi nañ ko ñëw découvrir ñu xool. loo may wax si qualité produit yi. dafay yàgg mën nga ci jënd ravitaillement boo xam ne mën nga ko jenc du périmé du def dara merci beaucoup jërëjëf yow tamit ba beneen incha allah. Sidi Dia vous libère de la vie chère. Liberté 6, Maris, Nord Foire, Mermoz, Point E. Le tiercé carte plus Grand Prix de Beaumont de Lomagne benn course attelée bu fukki fas ak ñett ran ci 2550 mètres la Beaumont de Lomagne dawal tey fas yi nii la ñu yegsee 9 4 2 8 rapport yi tamit fayagum na ordre tiercé 62 000 francs désordre tiercé 12 000 francs ordre quarté 340 500 francs désordre quarté 36 500 francs bonus 3 000 francs. Couplet gagnant, 20 500 francs. Couplet placé A, 4 500 francs. Couplet placé B, 4 500 francs. Couplet placé C, 5 500 francs. ëllëg si alxames gi fukki fan ci weeru mai Vichy la ñu jëm mooy dawal le prix des bois noirs di beneen course attelée bu fukki fas ak juróom-ñett ran ci 2850 mètres. Favori 17 6 16 3 9 outsider yi 7 18 5 surprise yi 4 as 10 bonne chance cant ak ngërëm ñeel na leen si seen teewlu ba ëllëg incha allah.